Rachel a fait le signe de croix et a embrassé la petite icône sur sa table de chevet. Elle s'est couchée et s'est endormie presque immédiatement. Elle a fait un rêve merveilleux, elle était vêtue de blanc, pieds nus sur une colline, en train de chanter. Sa voix était pure et forte et il y avait beaucoup de gens autour de la colline. Tout le monde applaudissait et lui jetait des fleurs et des peluches. Le cœur de Rachel chantait aussi et une douce chaleur se répandait dans son corps, remplissant tout son être. Soudain, elle a vu sa mère lui faire un signe joyeux de loin. Rachel la voyait clairement, ses yeux brillaient de bonheur. La jeune Rachel chanta alors encore plus fort. Sa voix s'éleva jusqu'au ciel et se mêla soudain au son du réveil. Il était temps de se lever et de se préparer pour l'école. Rachel s'étire, toujours aussi chaude que dans son rêve, « Je vais chanter sur la place et gagner de l'argent pour le traitement de maman », décide-t-elle fermement en sortant du lit. À l'école, elle n'arrive pas à se concentrer. Elle ne pense pas à ses cours, mais à la façon dont elle va aller sur la place près du centre commercial et chanter les chansons les plus émouvantes pour que les gens s'émeuvent et remplissent rapidement sa boîte. « Rachel Torres, à quoi penses-tu aujourd'hui ?» demande sévèrement le professeur d'espagnol. « Désolé, » dit Rachel en se levant et en baissant les yeux. « J'ai mal à la tête depuis ce matin. Tu devrais peut-être voir un médecin. »« Non, ça va, » répond Rachel. Elle se rassied et prend un stylo, prête à écrire ce que dit le professeur. Lorsqu'elle rentre chez elle, sa mère est dans la cuisine en train d'éplucher des légumes. « Bonjour, maman, » dit Rachel en l'embrassant sur la joue. « Bonjour, ma belle, comment s'est passée l'école ?»« Très bien, maman. Je vais t'aider à éplucher les légumes. »« Comment vont tes yeux aujourd'hui ?»« Chérie, je suis désolée de t'avoir causé tant d'ennuis, » dit Marina avec tristesse. « Que deviendrons-nous quand je serai complètement aveugle ? » N'y pense pas, tu ne deviendras pas aveugle. Nous aurons bientôt de l'argent pour te soigner. Tu verras à nouveau le monde dans toutes ses couleurs, je te le promets. Maman sourit. Le ciel lui avait donné une fille merveilleuse. Marina pouvait voir sa vie misérable en détail. Elle se reproche tout ce qui va mal. Elle ne pouvait rien offrir à sa fille, elle n'avait pas le courage de déménager dans la capitale ou même dans une plus grande ville. Elle avait travaillé pendant de nombreuses années dans l'usine locale et devait maintenant abandonner, sa vue se détériorant de jour en jour. Un traitement coûteux est nécessaire, mais où trouver l'argent ? Les deux femmes ne peuvent compter que l'une sur l'autre. Marina se reproche d'être un fardeau pour Rachel, qui n'a pas encore 16 ans. Rachel a besoin de vivre et d'être heureuse, mais comment pourrait-elle l'être si elle doit s'occuper d'une mère aveugle ? Marina réfléchit constamment à la manière de gagner un peu d'argent pour survivre, mais rien ne lui vient à l'esprit. Le soir, Rachel a mis sa robe d'été préférée et a pris sa boîte de biscuits, un cadeau d'une donatrice appelée Rosa, dont sa mère s'est occupée pendant plusieurs années. Grâce à cela, elles avaient désormais un toit, un petit appartement qui était leur maison. Auparavant, Marina et Rachel avaient déménagé d'une chambre louée à l'autre, faute de pouvoir s'offrir quelque chose de mieux. Il y a peu de monde sur la place, c'est un jour de semaine et il a déjà plu plusieurs fois. Rachel se plaça près du centre commercial, posa la boîte à ses pieds et hésita. Elle avait peur de chanter devant tout le monde, mais sa mère avait besoin d'un traitement urgent et il n'y avait pas de temps à perdre. Rachel a commencé à chanter doucement, puis plus fort et avec plus d'assurance. Elle ne fait plus attention à ce qui se passe autour d'elle, c'est toujours comme ça quand elle chante, surtout si la chanson résonne dans son âme. Des curieux commencent à s'approcher, ils aiment écouter la jeune chanteuse, mais personne ne se précipite pour jeter une pièce dans la boîte. Rachel n'avait chanté que 3 chansons lorsqu'un agent de sécurité du centre commercial s'est approché. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-il sévèrement. « Et toi, jeune talent, tu ferais mieux de rentrer chez toi ou je le dirai à tes parents. »« Je ne fais rien de mal, » répond Rachel calmement. « J'ai besoin d'argent. Demande à ton père si tu as besoin d'un nouveau rouge à lèvres. Allez, partez ou je m'occupe de la police. » La foule se disperse. Rachel ramassa sa boîte vide et rentra chez elle, mais quelque chose l'arrêta. Elle se tourna vers la rivière. Il y avait un quai où les jeunes avaient l'habitude de se rassembler, il était presque vide ce soir-là. Rachel s'installe sous un arbre et recommence à chanter. Les couples commencèrent à prêter attention, quelqu'un jeta même quelques pièces dans la boîte. Les filles emmènent leurs petits amis loin de cette voix enchanteresse. Depuis son enfance, Rachel aime chanter. Au début, elle chantait des chansons pour enfants, puis des chansons pour adultes diffusées à la radio ou à la télévision. « Tu as une voix d'ange » disait Marina,
prête à écouter sa fille pendant des heures. Un grand avenir t'attend. Mais l'avenir semble lointain et sombre. Cette nuit-là, Raquel a gagné moins d'1 euro. C'est très peu. À quoi s'attendait-elle? Ce n'était pas la capitale, mais au moins, personne n'osait la mettre à la porte. Raquel passa devant l'église en rentrant chez elle, jeta quelques pièces dans la boîte à dons, fit le signe de croix, pria rapidement et rentra chez elle. Elle décide de ne rien dire à sa mère pour le moment. À partir de ce moment-là, Raquel se rendit tous les jours au bord de la rivière. Parfois, elle réussit à gagner quelque chose, mais il lui faudra au moins 20 ans pour réunir suffisamment d'argent pour le traitement de sa mère. Ce jour-là, Raquel a compris qu'elle devait trouver un emploi, n'importe quel emploi rémunéré, même s'il était difficile. Elle le ferait, elle devait le faire pour le bien de sa mère, pour qu'elle puisse voir à nouveau et ne soit pas perdue dans les ténèbres éternelles. Je vais chanter une dernière fois et j'aurai fini, se dit-elle en chantant la chanson préférée de sa mère. La voix de Raquel résonne sur la rive, portée par le vent. La rivière offre toujours une bonne acoustique et il ne reste que le dernier refrain, tu me manques comme la pluie manque aux violettes. Tu m'as été donné par le destin, dit la voyante, dit la voyante. Alors que Raquel se penche pour ramasser sa boîte, elle aperçoit un homme en costume de luxe qui s'approche d'elle. Allait-il la mettre à la porte? Eh bien, elle s'en moque, elle n'y retournera pas de toute façon. Raquel se redressa, prête à partir. Attendez, dit l'inconnu en levant la main. Tu as une voix d'ange, c'est la meilleure que j'ai jamais entendue. Votre voix devrait être entendue dans le monde entier. Merci, monsieur, dit Raquel en souriant. Mais je n'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de quelque chose de complètement différent. Ce qui n'a pas d'importance, c'est mon problème et je doute de pouvoir le résoudre, soupira-t-elle tristement. Tu sais, parfois il vaut mieux ne pas le garder pour soi, mais le laisser sortir. Qui sait, je peux peut-être t'aider et tu peux certainement m'aider. Moi, Raquel, j'ai été surprise. Oui, si tu acceptes de chanter dans mon bar, même si tu es encore jeune. Il se gratta le menton, pensif. Êtes-vous prête à m'engager? Raquel a failli s'étouffer de joie. Ensuite, je pourrai réunir l'argent nécessaire au traitement. Quel traitement? Tu es malade? Non, non, ma mère. Elle perd rapidement la vue et le traitement coûte très cher. Je t'ai dit qu'il valait mieux ne pas garder ça pour toi. Sais-tu, jeune talent, que mon oncle est un grand microchirurgien. Je peux différencier non seulement ce merveilleux texte, mais aussi, par exemple, les chansons joyeuses ou tristes, dit la jeune fille avec assurance. Raquel a relevé ses cheveux en queue de cheval à l'aide de l'élastique qu'elle portait au poignet et a chanté. Je ne renoncerai à rien pour toi, ne demande pas ma main à ma mère, juste de la musique pour toujours, mon amour. Je n'ai pas le temps pour les romances, et celle-ci est très triste. Ma mère se met toujours à pleurer quand je chante, dit Raquel, comme si elle émergeait des profondeurs dans lesquelles elle s'enfonçait à chaque chanson. La jeune fille a baissé la voix. Ne meurs pas, mon rêve, ne perds pas espoir. La vie ne sera plus jamais comme avant. Je peux tout comprendre dans la vie, sauf la trahison, moins la tricherie. Raquel ressemblait à une nymphe. Comment vous appelez-vous? Demanda Raquel à l'auditrice reconnaissante. Vous m'engagez donc? Son visage s'est illuminé d'un sourire éclatant. Vous allez faire exploser le pub, Raquel. Dans un mois, les gens viendront de toute la capitale pour boire une bière et entendre ta merveilleuse voix. Tu sais, quand je me maquille, j'ai l'air d'avoir 20 ans. Tu es incroyable, je ne peux pas rater une telle occasion. J'emmènerai personnellement ta mère à la clinique et je m'occuperai de tout. Continue de chanter. Vous connaissez le bar Insight? Bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça ici, surtout avec un si beau nom et j'adore son toit en tuiles, il me rappelle une maison de contes de fées. Merci, c'est la création de mon père. Je veux revivre sa gloire. Mon activité principale est dans une autre région, mais je tiens le bar ici pour l'instant. Les gens me conseillent de le vendre, mais je refuse. Je ne veux pas vendre, je veux qu'il prospère. Pouvez-vous imaginer à quel point mon petit pub deviendra magique lorsque vous chanterez entre ces murs? Ce sera incroyable. Je suis prêt, dis-moi d'abord quoi faire. Je dois parler à ta mère. Non, non, ma mère ne peut absolument pas être nerveuse. Comment va-t-elle recevoir le traitement? Je ne sais pas, il faut qu'on trouve quelque chose. Dites-lui que vous êtes des services sociaux et que c'est une sorte de promotion ou quelque chose comme ça.
Quoi qu'il en soit, dis-lui qu'elle recevra le traitement gratuitement. Vous êtes si mature. J'aimerais que ma fille grandisse comme vous. D'accord, ce sera les services sociaux. Nous le ferons demain, après 15 heures. Donnez-moi votre adresse, dit l'homme en prenant son téléphone portable. Raquel tape son adresse. Au fait, je m'appelle Alessandro et ceci est pour toi, dit-il en tendant à la jeune fille un billet de 50 euros. Raquel le regarde avec des yeux écarquillés. Prends-le, ma fille. Prends-le, tu m'as donné des moments de bonheur incroyables quand tu as chanté. Cela vaut beaucoup. Merci, dit Raquel avec émotion, en s'empressant de mettre le billet dans sa boîte. Je t'attendrai demain. Je dirai à ma mère que les services sociaux doivent venir. J'espère que tout ira bien. Ça va s'arranger, Raquel. Ça va s'arranger pour toi, a-t-il claqué des doigts. À demain, sirène. À demain. Raquel se dépêche de rentrer chez elle. Elle décide de courir au magasin pour acheter les bonbons à la noix de coco préférés de sa mère. Maman, je t'ai apporté quelque chose de bon, s'écrie Raquel en franchissant la porte. Sa mère ne répond pas. Un sentiment d'inquiétude envahit Raquel. Elle se rendit dans la petite cuisine et trouva sa mère assise à la table, la tête appuyée sur sa main. Raquel, où étais-tu? Maman, ça n'a pas d'importance. Prenons le thé avec tes friandises préférées. Mon ami a proposé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal? Comme d'habitude, mon chéri, répond Marina en se frottant le nez et les yeux. Nous n'avons plus d'analgésique, maman. Laisse-moi te masser la tête, ça t'aidera à te détendre et à atténuer la douleur. Ma merveilleuse fille, dit Marina, les larmes coulant sur ses joues. Tu mérites une meilleure maman, une meilleure vie. Maman, arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas besoin d'une autre maman. Tu es la meilleure maman du monde et ne sois pas triste, nous allons bientôt vaincre cette maladie. Raquel commence à peigner doucement les cheveux de sa mère. Raquel, tes mains sont aussi bonnes que ta voix angélique. La jeune fille sourit, espérant de tout cœur que sa mère se rétablirait bientôt et ne se sentirait plus jamais comme ça. Le lendemain, Alessandro se présenta à la porte avec un dossier de documents. Il était accompagné d'une charmante jeune femme. Raquel les porte dans la chambre de sa mère et se rend compte à ce moment-là qu'elle a oublié de lui parler des travailleurs sociaux. Alessandro et son assistante ont joué leur rôle à la perfection, sans oublier un seul détail. Marina est surprise, mais pense qu'elle n'avait pas le choix, car elle ne voyait presque rien ce matin-là. « Maman, je vais au magasin », crie Raquel en sortant dans la rue avec Alessandro et Luisa, son assistante. Luisa travaillait comme serveuse dans un bar. « Raquel, j'ai pris rendez-vous pour demain. Je m'occupe personnellement de ta mère. Es-tu prête? Si elle doit rester à la clinique à partir de demain. J'étais prête hier. Merci beaucoup, je ne pourrai pas me le permettre avant ma retraite. Mais je suis prête. Vous avez une voix incroyable. Marina est restée à la clinique, a reçu sa première injection et a subi quelques interventions le soir même. Raquel devait chanter au pub. Elle était nerveuse, car elle n'avait jamais été dans un tel endroit auparavant. Tout était prévu, le masque, les vêtements. Luisa a suggéré qu'elle porte d'abord le masque. Ce sera plus difficile pour quelqu'un de te reconnaître et, deuxièmement, on ne saura pas quel âge tu as, dit-elle en riant. C'est bien, approuva Raquel. Peut-être pourriez-vous m'inventer un nom de scène? Bien sûr, Nightingale. Pourquoi Nightingale? Parce que tu chantes mieux que n'importe quel oiseau, dit Alessandro. Et les rossignols chantent avant l'orage ou au crépuscule, souvent la nuit, fait pour notre incroyable bar, qui est incroyable, prêt à rester debout après l'heure du coucher. J'ai encore école, oh, c'est un jour férié demain, n'est-ce pas? Je suis prête à ne pas dormir du tout tant que ma mère se fait soigner. Tu es incroyable, Raquel, tu t'occupes si bien de ta mère. Je n'ai personne d'autre au monde qu'elle, je l'aime plus que la vie elle-même. Je ferai n'importe quoi pour qu'elle soit en bonne santé et heureuse. Luisa ne dit rien, elle se contente de serrer la jeune chanteuse dans ses bras et de lui tapoter le dos. Raquel sent les larmes lui monter aux yeux, mais elle les efface, prête à se maquiller pour la scène. Raquel se sent comme une vraie star. Le plan prévoyait qu'elle chante 2 ou 3 chansons pour commencer, mais les clients du bar ne voulaient pas la laisser partir et ont commencé à lui demander d'autres chansons, en lui donnant de l'argent. La jeune fille sourit et chante de plus en plus.
Raquel n'est rentrée chez elle que vers 3 heures du matin. Elle était terriblement fatiguée et avait soif. Heureusement, le lendemain, elle n'aurait pas à aller à l'école et pourrait faire la grasse matinée. Il a été décidé que Raquel travaillerait le vendredi et le samedi pour éviter les problèmes à l'école, et qu'elle pourrait travailler davantage pendant les vacances. Cette nuit-là, elle a rêvé d'oiseaux qui se posaient sur sa main et émettaient des sons si tendres qu'il lui était impossible de ne pas être émue, elle avait même envie de pleurer. Raquel est réveillée par le téléphone, c'est sa mère qui l'appelle. « Mon rayon de soleil. »« Bonjour. » Sa voix était joyeuse. « Bonjour maman, comment vas-tu ? » Les médecins et les infirmières sont merveilleux et attentifs. Je n'ai presque plus mal à la tête, je suis si heureuse. Bientôt, tu verras comme un aigle. Tu ferais mieux de me dire comment tu vas. As-tu mangé ? Maman, bien sûr que oui, je ne suis pas un petit enfant. Ça va aller, je peux me débrouiller toute seule. D'accord, je t'appellerai quand je pourrai, à plus tard. Au revoir, maman, je t'aime. Je t'aime aussi. Marina raccroche. Cela faisait plus d'une semaine que Raquel vivait seule. Marina se sentait déjà beaucoup mieux, mais son traitement n'était pas encore terminé. Luisa l'aidait et Alessandro lui demandait aussi si elle avait besoin de quelque chose. Un autre vendredi était arrivé. Raquel quitta la maison et partit à pied. D'habitude, Alessandro envoyait quelqu'un pour l'accompagner, mais ce jour-là, il était tellement occupé qu'il avait oublié. Il était facile de marcher jusqu'au pub et la rue était bien éclairée par les réverbères. « Eh, chérie, tu peux m'aider ?» appelle une femme en ouvrant la portière de sa voiture plutôt usée. « Que s'est-il passé ?» demande Raquel, inquiète. « Mon téléphone est tombé sous le siège et je n'arrive pas à l'atteindre. »« Oh, je peux vous aider. » Raquel s'est penchée sur le siège du conducteur, essayant de voir où était le téléphone. Soudain, elle a reçu un coup à la tête et tout est devenu noir. Elle se réveille dans la voiture, les mains attachées et la bouche recouverte de rubans adhésifs. Raquel ne comprend rien. Pourquoi cette vieille femme l'avait-elle attachée et emmenée quelque part au milieu de la nuit? Elles roulèrent longtemps, la route s'étirant comme un ruban gris bordé de forêts sombres. De temps en temps, on entendait le chant des oiseaux nocturnes. La pleine lune brillait dans le ciel, comme si elle veillait sur Rachel, regrettant peut-être qu'elle ait fait confiance à un étranger si facilement et qu'elle se dirige maintenant vers une destination inconnue. Sa bouche était sèche et la peur commençait à grandir dans son cœur, en même temps que ses mains froides et moites. Les questions se bousculaient dans l'esprit de Raquel, se repoussant les unes les autres, mais malheureusement sans réponse. Soudain, la voiture tourna brusquement à droite et ils continuèrent sur une route forestière pendant un certain temps avant de s'arrêter. « Descendez », ordonne la ravisseuse en ouvrant la portière. La jeune fille a obéi, encore plus effrayée. Elle ne pouvait rien faire pour se sauver. Il y avait certainement des prédateurs qui rôdaient dans la forêt. « Allez-y », dit la voix étouffée. Raquel marcha pendant un certain temps. La seule chose qui l'avait en tête était de savoir comment échapper à cette folle. Sous la lune, le visage de cette femme était terrifiant, comme sorti d'un film d'horreur. Des rides couvraient son visage, un affreux grain de beauté ornait son nez et ses yeux semblaient enivrés, comme ceux d'une personne cruelle. « Avance, ne te retourne pas », ordonna-t-elle en éclairant un chemin étroit avec la torche. Il faisait froid et la fine chemise de Raquel ne la protégeait pas du froid de la nuit. Elle frissonna, ne sachant pas si c'était la peur ou le froid. Il faisait sombre, seule la lune apparaissait à travers les vieux arbres. Quelque chose crépitait sous ses pieds de temps en temps. On se croirait dans un film d'horreur. À tout moment, un monstre pouvait surgir des buissons, mais le monstre était derrière elle, poussant constamment Rachel de son poing ferme. « Arrêtez », dit la femme. Raquel s'arrêta et se retourna timidement. La ravisseuse tenait une corde dans ses mains. Que voulait-elle faire? L'étrangler? L'attacher à un arbre? Dieu seul le sait. Heureusement, Raquel n'a jamais découvert les intentions de cette folle. Il y a eu un faible grognement. « Merde, probablement un coyote », dit la femme en regardant rapidement autour d'elle. Le grognement se rapprochait. Rachel retient son souffle. Les mains liées, elle ne pouvait rien faire. Elle regarda la femme, la suppliant lentement, puis plus rapidement. La femme commença à se déplacer dans la direction d'où elle venait, puis courut à toute vitesse. Raquel comprit que ses jours étaient comptés. À tout moment, une bête ou peut-être plusieurs allaient l'attaquer. Elle se plaqua contre un arbre voisin.
Elle entendit un faible grognement et une toux humaine. Mais que pouvait bien faire une personne dans ce désert à cette heure de la nuit? Peut-être avait-elle été attaquée par des animaux et saignait-elle maintenant, la bête qui l'avait attaquée se trouvant à proximité. Raquel ferma les yeux. On dit qu'il faut regarder le danger en face, mais elle ne voulait pas le faire, c'était trop effrayant, trop lourd pour une fille qui n'avait pas encore 16 ans. Soudain, les buissons s'écartèrent et quelqu'un courut vers elle. Elle marmonne à travers le bâillon, « Qui est là ?» Une voix masculine a appelé à voix basse, « SSS » à voix basse. La pauvre fille ne peut que marmonner à travers le ruban adhésif qui lui couvre la bouche. Un rayon de lumière provenant d'une torche perça l'obscurité et l'aveugla. Raquel ferme à nouveau les yeux. Elle a les mains attachées dans le dos, sans aucun moyen de se protéger. « Sainte Vierge Marie, que fais-tu ici, mon enfant ?» L'homme, la lumière de la torche dansant dans ses yeux, tandis que le clair de lune tombait sur ses cheveux gras. « Qui t'a attaché ?» Pauvre petite chose, il arrache rapidement le ruban. C'était douloureux pour Raquel, mais heureusement cela n'a duré qu'un instant. Je ne sais pas vraiment qui m'a amené ici, c'est une femme avec un visage de film d'horreur, dit Raquel sans pouvoir retenir ses sanglots. Viens, ma chérie, allons dans la cabane, dit doucement l'homme en détachant les cordes des poignets de la jeune fille. Bien sûr, il devait y avoir une cabane. Un terrible rituel de sacrifice. Les pensées de Raquel se bousculent. Mais elle n'avait pas le choix. Où fuir dans la forêt nocturne? Dans les mâchoires des coyotes? Où errer pour le reste de sa vie dans ce fourré? Il valait mieux aller à la cabane. La cabane n'était pas effrayante. Après tout, elle était plutôt confortable. Une lampe à huile brûlait amicalement sur la table en bois, comme dans un conte de fées. Dans un coin, il y avait un lit fait. Tout y respirait la paix et la tranquillité, et sentait le miel et quelques épices. « Je vais maintenant faire mon xural, dit l'homme, tu t'assieds et tu te reposes. Quel est ton nom? Raquel, dit la jeune fille en frottant ses poignets enflés. Raquel Torres. Raquel Torres, répète l'étranger en versant de l'eau dans la bouilloire. Vous êtes belle, et vous êtes une beauté à part entière. Ses yeux, tes yeux, Raquel, demanda-t-il, surpris. Oh non, ce n'est personne. Ce ne sont que des souvenirs. Cette fille, Marie, qui a disparu de ma vie si soudainement. Marie, répète la jeune fille, comme si elle était en transe, j'avais un hamster qui s'appelait Marie quand j'étais petite. Maman a ri et a dit que notre hamster portait son nom. J'ai même fait un drôle de signe. D'un côté, il y avait écrit « Marie », de l'autre « Marina ». L'homme laisse soudain tomber un paquet de ses mains. Marina. La fille que j'aimais de tout mon cœur s'appelait aussi Marina. Un nom mélodieux. Que lui est-il arrivé? C'est douloureux d'en parler. Elle a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Nous sortions ensemble, nous parlions de mariage, et elle a soudainement disparu. Elle a changé de numéro de téléphone. Et vous n'avez même pas essayé de la retrouver? J'ai essayé, mais elle ne m'a jamais dit où elle vivait. J'ai essayé de la retrouver par le biais du registre, mais ça n'a pas marché. Je me suis littéralement arraché les cheveux de désespoir. Et je pense encore à elle tous les soirs quand le monde sombre dans le silence. Vous vivez ici, dans ce désert? Raquel prend une gorgée de thé, qui brûle agréablement dans sa gorge. Non, c'est un lieu de force. Ma force. Je vis ici. Parfois, je prends des vacances et je vis comme une recluse, en pensant à la vie et à mon amour raté. C'est triste, dit Raquel. Ma mère a sa propre confusion au sujet de l'amour. Elle n'a jamais vu notre père en personne. Elle refuse d'en parler, mais je sais qu'elle n'arrive pas à l'oublier. Ah, je dois passer un coup de fil aujourd'hui. Je ne me suis pas présenté au travail. Vous travaillez? Vous êtes si jeune. Je chante dans un pub. Nous avions besoin d'argent pour le traitement de ma mère, dit Raquel en fouillant dans son sac à dos. Oups, il est vide. C'est pas grave. Je t'appellerai de la maison. Restez ici cette nuit, je vous ramènerai chez vous demain matin, propose l'homme. Au fait, je m'appelle André. Enchanté. Je ne pense pas avoir le choix. Allongez-vous sur le lit et dormez tranquillement. Raquel regarde le propriétaire de la cabine. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai un matelas, dit-il en désignant un coin éloigné, où des étagères en bois occupaient tout le mur. Curieusement,
Rachel ne s'était sentie aussi calme que dans son enfance, lorsqu'elle était allongée avec sa mère et qu'elles dormaient ensemble, blotties l'une contre l'autre. Elle se sentait également en sécurité avec André, même si elle ne le connaissait que depuis une demi-heure. Elle s'installa à côté du lit et s'endormit rapidement. Elle a rêvé que sa mère se promenait au bord de la mer et que, pour une raison quelconque, cet étranger reclus, André, marchait à côté d'elle. Il riait et mangeait des biscuits provenant de la même boîte où Rachel gardait ses économies et dans laquelle les auditeurs reconnaissants jetaient leurs pièces de monnaie au bord de la rivière. André n'arrive pas à dormir. Il s'allongea sur son matelas, se remémorant le passé de son bonheur non réalisé, qui lui semblait si proche et si réel. Marina était entrée dans sa vie aussi soudainement qu'elle avait disparu. Ils s'étaient rencontrés au marché. Il travaillait pour son oncle à la vente de légumes, et elle était venue acheter des salades. « J'adore les salades », sourit-elle, si fraîches, si authentiques, sans la moindre affectation. « Alors je vous en donne un paquet. » André lui répond en souriant. « Non, tu ne seras pas payé si tu donnes des légumes aux clients. »« Tu veux bien te promener avec moi ce soir ?» demanda-t-il, comme s'il ne l'avait pas entendu. « Et, je m'appelle Marina et je suis André. Rencontrons-nous près de l'éléphant en bois dans le vieux parc. J'adore ce parc. Je serai là vers 19h, ça te va ?» Ses yeux brillent. André a mis un gros bouquet de laitue dans un sac en papier et l'a tendu à la jeune fille. « D'habitude, les gens offrent des fleurs, et moi, je donne de la laitue. Je vous remercie. En fait, j'aime la salade plus que les fleurs, qui meurent dans un vase à la fenêtre. » Marina a souri et s'est empressée de vaquer à ses occupations. André vivait avec son oncle et sa tante. Leur amour se partage entre leur fille et son neveu, qui a perdu ses parents très tôt. Ils sont heureux d'apprendre qu'André a rencontré une fille, mais ils ne se précipitent pas pour présenter Marina avant d'être sûrs que leurs sentiments sont réciproques. Marina vit avec un ami. Ils louent une cabane et travaillent ensemble dans un café. La rencontre avec André a bouleversé sa vie. Elle tombe amoureuse pour la première fois à l'âge de 19 ans. Ils se promènent, parlent de tout et s'embrassent délibérément, en restant dans la partie du parc où il n'y a personne. Ils se sentaient si bien ensemble, avec ce bonheur que l'on ne ressent que dans l'enfance, quand on est entouré d'amour et d'attention. Ils avaient l'habitude de se retrouver chez un ami d'André. Il quittait souvent la ville et permettait gentiment au couple de l'utiliser en son absence. Ils rêvent de se marier, d'avoir leur propre maison, aussi petite soit-elle. André termine ses études de médecine et s'apprête à devenir thérapeute. Il ne venait en ville que pour les vacances. Le reste du temps, il vivait dans la capitale, prévoyant d'y rester jusqu'à ce qu'il trouve sa Marina. Mais un jour, elle n'est pas venue au rendez-vous, elle n'est tout simplement pas venue, alors qu'ils avaient pris rendez-vous et qu'ils s'étaient appelés une demi-heure avant. Elle était joyeuse et disait qu'il lui manquait et qu'elle avait hâte de le voir. En réponse à ses nombreux appels, il n'a entendu que l'abonné temporairement indisponible. C'est alors qu'il a regretté de ne pas connaître sa bien-aimée, de ne pas savoir où elle vivait et de ne pas connaître son nom de famille. Dans la vie d'une personne, il arrive que l'on aime jusqu'à la folie, mais que l'on ne demande pas son nom de famille ou son adresse. André a beau chercher, Marina semble s'être volatilisée, peut-être a-t-elle trouvé quelqu'un d'autre, peut-être le gars a-t-il souffert, perdu du poids de façon drastique. Son oncle et sa tante s'inquiètent beaucoup pour lui, essaient de le calmer, alors qu'il est temps de retourner à l'école. André se lança à corps perdu dans ses études universitaires, décida que, malgré tout, il serait un bon médecin et qu'il ne gaspillerait pas une minute de sa vie pour des futilités comme les jolies filles. André n'a jamais trouvé l'âme sœur et le vide dans son cœur n'a jamais guéri, parfois il recommençait à saigner, et il se retirait alors dans la forêt, ce qui rendait les choses un peu plus supportables. Plus de 15 ans se sont écoulés depuis. André est devenu un célibataire endurci, vivre seul est difficile après tout. Et Marina ? Que lui est-il arrivé, quelle a été sa vie ? André ne connaît pas la réponse à cette question, et lui non plus. Il s'éloignait comme des grains de sable sur une plage, mais il ne cessait de penser à cette nymphe qui avait capturé son cœur pour toujours. Il ne pouvait pas lui en vouloir, il l'aimait tout simplement, il ne savait même pas s'il l'aimait elle ou juste les souvenirs de ces semaines heureuses, juste cet été-là. Rachel fut réveillée par Sang, qui frotta son nez contre sa joue. Elle ouvrit les yeux, le chien remua la queue et lui lécha le nez. « Tu es si gentil, Sang, » dit la jeune fille en caressant sa grosse tête poilue. « Bonjour, André, » dit-il en entrant dans la cabane. « Comment as-tu dormi ? » « Bien dormi, » répondit Rachel. « Comme dans l'enfance ?
Quand Madame Rosa était encore en vie et que nous vivions avec elle pendant que maman s'occupait d'elle et de sa maison. Elle nous a laissé son appartement dans son testament, nous y vivons toujours, c'est bien, je suis contente. La forêt nous débarrasse de tous nos soucis. André réprima un soupir. Prenons un thé et partons. Oui, je suis prêt. L'évier est derrière la cabane, il y a aussi des toilettes. André sortit de la cabane et Raquel le suivit. Comment va ta mère, demande soudain André, alors qu'il roule sur la route. Tu as dit qu'elle avait besoin d'un traitement, car elle a soudainement commencé à perdre la vue. Le médecin a dit que cela pouvait arriver à cause d'un stress extrême, les vaisseaux sanguins se rétrécissent, je ne comprends pas très bien, mais c'est quelque chose comme ça. Le traitement est coûteux, laissez-moi vous aider, je suis moi-même médecin, même si je ne suis pas spécialisé dans les yeux, mais merci. Raquel regarde André avec reconnaissance. Elle suit déjà le traitement, c'est pour cela que je chante dans le bar d'Alessandro, ça s'appelle Insight. Tu connais? Insight? Ce n'est pas celui qui a une petite fontaine avec des lumières à côté? C'est là que je chante les vendredis et samedis. Tu chantes bien, les gens aiment ça, répond Raquel d'un ton évasif. Maintenant, je sais où aller pour apprécier le chant d'une belle jeune fille, dit André en souriant et en se tournant vers la maison de Raquel. Raquel s'apprêtait à partir lorsqu'André lui remit son chien de visite. Ce n'est qu'une précaution, dit-il. Bientôt, lui se tient dans l'embrasure de la porte de la Vierge Marie Raquel. Où étais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Alessandro devient fou, il prend tout ce qu'il peut à Bianca, et sa mère menace de se suicider. La jeune fille tremble littéralement d'émotion. Qui est Bianca? Raquel l'a serrée dans ses bras, tout en faisant signe à André. Allons chez toi, il faut appeler Alessandro avant qu'il ne la tue. Peux-tu enfin nous expliquer qui est Bian et pourquoi Alessandro va tuer sa mère? Raquel n'en pouvait plus. La vie ressemblait à une sorte de thriller. Bianca travaillait dans le pub avant Raquel, elle chantait aussi. Bien sûr, son chant n'était pas comparable à celui de Raquel, mais Alessandro l'a gardé faute de mieux. La jeune fille est tombée malade quelques jours avant la rencontre d'Alessandro avec Raquel, il l'a presque immédiatement informé qu'il n'avait plus besoin des services de Bianca et lui a versé une sorte de dédommagement. La mère de la jeune fille s'est déchaînée lorsque sa fille lui a raconté ce qui s'était passé, elle a menacé de mettre le feu au pub et de tuer quiconque oserait remplacer Bianca. Alessandro considère ces menaces comme les élucubrations d'une femme hystérique et les oublie dès qu'elle quitte son établissement, il ne s'en souvient que lorsque Raquel ne se présente pas au travail. Alessandro se rendit immédiatement chez Bianca et sa mère impulsive, mais la jeune fille était seule à la maison et ne savait pas où se trouvait sa mère, qui n'avait jamais éprouvé le besoin de dire à sa fille où elle se trouvait et avec qui elle était. La femme est revenue vers 5 heures du matin, manifestement ivre. Alessandro est sorti de sa cachette et a commencé à la menacer de la police si elle ne lui disait pas où se trouvait Raquel. Naturellement, elle a prétendu ne rien savoir de sa nouvelle chanteuse qui n'était pas prête à subvenir aux besoins de sa propre fille. Là, elle m'a demandé de l'emmener dans la forêt. Candida murmura, on disait qu'elle avait purgé une longue peine dans sa jeunesse, mais personne ne savait exactement pourquoi. Cependant, Alessandro avait déjà entendu ces rumeurs. Il était presque 7 heures lorsqu'ils s'engagèrent sur le chemin de la forêt et que le téléphone d'Alessandro sonna. Le téléphone d'Alessandro sonna. Oui, répondit-il sans ralentir. Il répondit sans ralentir, qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûr? Elle va bien? Alessandro tourna brusquement le volant et revint. Si je vous vois, toi ou Bianca, vous irez tous les deux en prison, la menace semblait réelle, la femme resta silencieuse. Apparemment, l'idée de passer le reste de sa vie en prison ne lui plaisait pas. Elle a compris qu'Alessandro avait suffisamment de relations pour que cela se produise. Marina est revenue de la clinique seule en train, elle est arrivée chez elle par surprise. Raquel? Tu as failli renverser ton assiette de céréales. Maman, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu revenais? Comment es-tu venue en train, répond-elle simplement, et j'ai acheté tes biscuits préférés. Maman, tu m'as tellement manqué. Raquel serre sa mère dans ses bras et enfouit son visage dans son épaule. Ma petite fille, dit Marina en caressant doucement le dos de sa fille. Tu m'as manqué aussi. Comment vas-tu? Demande Raquel en s'éloignant un peu de sa mère. Bien. Le médecin a dit qu'il faudrait un peu plus de temps pour que ma vue se rétablisse complètement, dit-il. Marina est restée silencieuse. Maman, ne reste pas silencieuse, c'est quelque chose de très grave, n'est-ce pas? Cela se reproduira.
Raquel se met à pleurer. Elle n'avait plus la force d'être forte. Il s'était passé tellement de choses ces derniers temps que Raquel était en train de devenir une jeune fille de 15 ans qui ne savait pleurer qu'en serrant son gros ours rose dans son lit. C'est un écho du passé, tu travaillais dans une usine chimique. La jeune fille ne comprend pas. Marina s'enfonce dans un fauteuil et étire ses jambes fatiguées. Je l'ai vue récemment au supermarché, il y a un peu plus d'un mois. Maman, ne me fais pas peur. Qu'est-ce que tu as vu? Ton père. Quoi? Tu as dit que tu ne savais pas où il était, qu'il avait une famille. C'est vrai? Je ne sais pas où il est, mais il était certainement dans le supermarché près de chez nous. Lui avez-vous parlé? Non. Bien sûr que non. Mais sais-tu que j'ai fait quelque chose d'indécent? Que as-tu fait? L'as-tu embrassé au supermarché? Raquel s'est levée d'un bond. Raquel, arrête de te moquer de moi. Je l'ai pris en photo, il ne m'a pas remarqué et n'a pas vu ce que j'ai fait. La jeune fille regarde sa mère, qui reste silencieuse, incapable de trouver les mots justes. Tu veux voir ton père? Demande soudain Marina en prenant son téléphone portable. Ah, je ne sais pas, montre-moi. Raquel regarde l'écran défraîchi du vieux smartphone de sa mère. Oh, ce n'est pas possible, s'exclame soudain Raquel en se levant d'un bond. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ce n'est pas possible. Vous vous connaissez tous les deux, tu imagines? Oui, nous nous connaissons. L'autre jour, il m'a sauvé d'une folle. Rachel, comment peux-tu dire ça? Attends une minute, quelle folle? Raquel a tout raconté à sa mère. Même si elle en doutait, elle sentait que c'était le bon moment. Le cœur de la jeune fille battait dans sa poitrine comme un oiseau en cage, essayant de sortir à tout prix. Maman, il t'aimait, il t'a aimé toute sa vie. Maman, il t'aimait, il t'a aimé toute sa vie, dit Raquel, les larmes aux yeux. Et cette femme et le bébé, je les ai vus tous les trois, dit-elle. Dis bonjour à papa. Marina a essuyé quelques larmes qui avaient coulé de ses grands yeux gris. Je suis parti immédiatement. Je suis allé dans une ville voisine avec mon ami, chez sa tante, et puis nous avons déménagé ici. Tu as changé de numéro et tu as disparu, n'est-ce pas? Demande la jeune fille en regardant sa mère droit dans les yeux. C'est vrai, je n'ai pas eu le choix. Maman, tu ne veux pas savoir que tu as découvert qu'il est heureux en ménage et que je ne suis qu'une fille pour un temps, qu'il n'a pas de famille. Il a vécu toute sa vie comme un clochard, tu aurais dû voir la douleur dans ses yeux quand il parlait de cette fille, tu sais, je me sentais si bien avec lui, je n'arrêtais pas de me demander, pourquoi? Pourquoi? Mais qui était cette femme avec le bébé dans les bras? Marina renverse une mèche de cheveux derrière son oreille. Peut-être qu'il était en train de baptiser ce garçon, dit Raquel en haussant les épaules. Quelques jours plus tard, Marina et André se promenaient sur la plage, parrain et marraine, en riant. Raquel regarda ses parents et ne put s'empêcher de les admirer, après toutes ces années où ils avaient vécu séparés, malheureux et seuls, tout cela à cause d'un malentendu. Qui aurait pensé que Raquel remercierait la mère de Bianca, qu'il avait inconsciemment réunie avec son père biologique, comme c'est merveilleux, la fille n'avait jamais vu sa mère aussi heureuse, maintenant ses yeux seraient en ordre, parce qu'il était là, l'homme de sa vie, qui la protégerait maintenant de toutes les difficultés de ce grand, parfois cruel, monde. Raquel s'assit sur le sable à côté de Maya, la femme d'Alessandro, qui berçait son bébé dans ses bras. Alessandro s'est éloigné pour prendre un appel téléphonique. Elle vient de s'endormir, se plaint Maya. Et si je la berçais et que tu te reposais? Raquel propose de la bercer, la jeune maman accepte et tend sa fille à Maya. Raquel serra le bébé dans ses bras et sourit à cet ange adorable. Je vais te chanter une berceuse que ma mère me chantait quand j'étais petite, et tu t'endormiras, dit Raquel affectueusement. D'une voix douce, elle chanta. La bougie fond tranquillement. C'est la nuit dehors, dors ma beauté. Mon cadeau du ciel, mon enfant. Le vent doux déplace doucement le rideau. La fleur de pavot doré, mon bébé. Ton ange portera la toile d'argent avec amour. Il tissera l'amour pur dans ton sommeil. Le firmament s'illuminera de son éclat. Une étoile brillera qui gardera le tendre sommeil des petits enfants. Elle s'est enfin endormie, et cela fait 20 minutes que j'essaie, dit Raquel en souriant. Plus brillante est la décision de s'inscrire au conservatoire, ses parents la soutiennent totalement, l'air de la mère est rafraîchissant, il enlève tous les soucis et les problèmes, tandis que la mère apporte de loin un sentiment incroyable de joie et de bonheur. Si vous avez aimé cette histoire, donnez votre avis dans les commentaires et bien sûr,
likez et abonnez-vous. Activez vos notifications pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.